Les épreuves physiques et sportives ont démarré depuis ce matin pour le compte du baccalauréat 2022. Les candidats sont évalués dans 3 différentes épreuves. Vous suivrez dans ce journal le constat fait par la rédaction de Speedline TV au CEG Gbegama. Le gouvernement a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. C'est l'une des réformes dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Et en interactualité, des fortes pluies au Soudan ont provoqué des inondations qui ont fait mardi au moins 7 morts dans le sud du pays. Plusieurs zones du Soudan ont été affectées par les fortes pluies ces derniers jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 19h30. Je l'annonçais en titre, les épreuves physiques et sportives pour le compte du baccalauréat 2022 ont démarré depuis ce matin. Les candidats sont évalués dans 3 différentes épreuves. À Cotonou, c'est le CEG Gbegama qui accueille les candidats déclarés admissibles dans les séries A1 et A2. Tout s'est bien passé et il n'y a pas d'incident majeur. Reportage Kenneth Eiganwi et Mathieu Soso. Après les épreuves facultatives samedi dernier, ces candidats affrontent depuis ce lundi matin les épreuves physiques et sportives. Ici, au centre du CEG Gbegama, ce sont les candidats déclarés admissibles dans les séries A1 et A2 dans le littoral qui planchent. 3 épreuves sont au programme. Ce matin, nous avons eu au programme 3 activités. Le saut en longueur, nous avons eu la gymnastique et après, course de vitesse. Bon, ça s'est bien passé parce que la course en vitesse, j'ai pas eu de problème. Ni pour la gymnastique, c'est juste le saut en longueur qui m'a causé un peu de problème. Il n'y avait pas de difficultés. En tout cas, tout s'est bien passé quand même. La course de vitesse était très réussie. Parmi les 3, c'est vrai que j'aime pas trop la gymnastique, mais donc, c'est la course. La course était très abordable. Après ça, c'est le saut et gymnastique en 3e position. Ces épreuves physiques et sportives se sont bien déroulées et sans anicroche, explique le chef centre. Tout se passe bien. Déjà à 7 h, nous avons tenu le staff, une réunion avec le staff, les examinateurs, où nous avons passé les consignes, les instructions. Et après quoi, avec le superviseur du centre, nous sommes allés vers les candidats pour découvrir ensemble les épreuves, parce que c'était sous pli fermé. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler, pas de candidats victimes de quoi que ce soit, on n'a même pas de cas de maladie. Donc les dispensés sont là avec les dispenses reçues par l'agent de santé. Donc bref, tout se passe bien. Heureusement, le temps aussi est clément. Et là, vous voyez que c'est beau. Cependant, le déroulement des épreuves physiques et sportives ne marque pas encore la fin de l'examen du bac. Mercredi, nous allons passer à la 2e délibération du baccalauréat et ceux qui n'auraient pas validé leur ticket vont passer à la phase suivante, c'est-à-dire la phase des épreuves orales, les jeudis et vendredis, et le samedi 23 juillet, ce sera donc la proclamation définitive des résultats. En attendant ces différentes étapes du processus, les candidats sont invités au calme et à la sérénité. Quant aux épreuves sportives, elles continuent ce mardi 19 juillet 2022. Retour du maître Joseph Diogbenou à la vie politique. Il est investi ce samedi 16 juillet 2022 président de son parti politique, membre fondateur de l'Union progressiste. C'est désormais lui qui remplace Bruno Amoussou pour conduire la destinée du parti. Plus de détails dans cet élément de Romaric Doussa. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Militant à la base, sa destination est désormais connue au sein de son parti politique, le Baobab Ensoleillé. Quelques jours après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou devient le président de l'Union progressiste, un parti de la mouvance présidentielle. Pour rappel, le mercredi 13 juillet dernier, Joseph Diogbenou avait justifié son départ de la Cour constitutionnelle par son désir de reprendre l'engagement politique au sein de son parti. Je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Après avoir passé 4 années
À la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin, l'ancien ministre a trouvé juste de reprendre l'engagement politique. Cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire. Avocat et professeur agrégé de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi, il a quitté ses fonctions de membre et de président de la Cour constitutionnelle le mardi 12 juillet 2022. Quelques heures après sa démission, le juriste a passé service au vice-président Razaki Amouda Issoufou, qui assure désormais l'intérim à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le moment est venu de vous inviter à assurer et assumer dans sa plénitude les fonctions de représentant de la Cour et de direction de la Cour sur tous les plans. Je voudrais vous assurer de ma prière, de mon soutien là où je serai. Cette attente me paraît légitime et soyez-en rassurés, elle ne sera pas déçue. Je prends l'engagement, à ma qualité de vice-président et de président par intérim de la Cour, de veiller au bon fonctionnement de l'institution. Ce samedi 16 juillet 2022, le professeur Joseph Diogbenou se retrouve à la tête de l'Union progressiste afin de conduire ce parti aux législatives de janvier 2023. Bruno Amoussou, l'un des vétérans de la scène politique béninoise, à 83 ans, prend alors retraite et passe de façon officielle ce 16 juillet 2022 le témoin à Joseph Diogbenou. Selon la nouvelle configuration du parti, le désormais président de l'UP, Joseph Diogbenou, sera entouré de Mariam Chabi-Talata comme première vice-présidente du parti et Gérard Agbenochi, deuxième vice-président. Réforme dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Le gouvernement a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. La Chambre du métier sera également impliquée dans le processus. Autant de réformes pour donner de la valeur au monde des artisans. Impression et analyse des acteurs dans cet élément de Romaric Dossa et Pierre Akakou. Dans le secteur de l'artisanat, l'État béninois va bientôt reconnaître les diplômes d'apprentissage traditionnel. À cet effet, il décide de l'organisation d'un examen pour certifier ces diplômes des artisans. Ça m'a fait plaisir. Quand j'ai appris l'information, ça m'a fait plaisir. Désormais, nos examens aussi seront reconnus au niveau de l'État. Et que comme ça, les enfants aussi, ils doivent avoir le minimum de respect. Ils sauront que maintenant, c'est plus comme avant. On sent maintenant que c'est maintenant, on veut reconnaître la valeur de l'ouvrier. La valeur de l'ouvrier, maintenant, c'est maintenant que ça va être reconnu. Et pour ça, je suis très content et je dis un grand merci à l'État. Pour la mise en œuvre pérenne de cette réforme, le Conseil a indiqué qu'un groupe de travail a été commis pour proposer des idées. Les réflexions du groupe ont abouti à plusieurs propositions, dont l'implication de la direction des examens et concours pour prendre en charge la partie technique du CQM. Maintenant que nous venons d'apprendre que c'est la DEC même qui va prendre en charge la partie technique de l'organisation du CQM, c'est une bonne chose, nous sommes très ravis. Il y a de ces apprentis qui ne sont pas soumis à leur patron, ils font de n'importe quoi. Et ce qui est sûr, par cette réforme, il doit avoir des fiches que nous, en tant que patron, nous allons remplir pour pouvoir justifier la qualification de nos enfants avant de les envoyer à l'examen. Parmi les propositions effectuées figure également l'introduction progressive de l'alphabétisation fonctionnelle et du numérique dans les dispositifs de certification professionnelle par apprentissage. L'introduction progressive de l'alphabétisation dans l'apprentissage des enfants, je ne peux que l'applaudir. Parce que moi, là, je m'exprime en français. À défaut du français, je peux aussi m'exprimer en langue maternelle et l'écrit même. Maintenant, si un enfant, un apprenti qui est instruit, désormais, peut se développer de lui-même, peut aller, et au lieu d'être limité, il peut aller tellement loin, même dépasser même son patron. Au jour d'aujourd'hui, la technologie, disons, a évolué, et puis il faut que les enfants savent manipuler les machines, surtout les outils numériques, il faut qu'ils sachent le faire. Donc, pour ceux, ils doivent être instruits. L'implication de la Chambre des métiers est également l'une des réformes salutaires dans le secteur de l'artisanat. Cette chambre sera également impliquée dans l'organisation du CQM. D'abord, selon moi, ce qu'il faut réparer,
les artisans ont besoin de la formation, c'est-à-dire se faire former. Et ils feront tout possible pour que la formation soit acquise pour tous les artisans au Bénin. Donc ces personnes-là qui sont là-bas, ils vont défendre le droit et le devoir de ces artisans-là. Afin de participer à l'animation du pays, ceux-là auront pour l'occasion de pouvoir éclairer le peuple. Au total, 5 propositions ont été faites. Outre les 3 précédemment évoquées, s'ajoute l'institutionnalisation de l'attestation de qualification professionnelle AQT et la prise en compte du dispositif de validation des acquis de l'expérience de certification. Et c'est tout pour les informations au plan national. On démarre à présent avec la page Inter. Le Ghana a confirmé ses 2 premiers cas du virus mortel de Marburg, une maladie hautement infectieuse de la même famille que le virus qui cause l'Ebola. Les 2 patients sont décédés récemment à l'hôpital dans la région d'Ashanti, dans le sud du pays. Leurs échantillons se sont révélés positifs au début du mois et ont maintenant été vérifiés par un laboratoire du Sénégal. Les responsables de la santé de ce pays d'Afrique de l'Ouest déclarent que 98 personnes sont désormais placées en quarantaine en tant que cas suspects. Il ne s'agit que de 2 cas, mais c'est assez pour mettre les autorités sanitaires du Ghana en alerte. Le pays vient en effet de confirmer que les prélèvements de sang effectués sur 2 personnes il y a quelques jours montrent bien la présence du virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola. Les échantillons avaient été envoyés début juillet à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Outre les 2 personnes contaminées, 98 autres ont été identifiées comme cas contacts et sont actuellement en quarantaine. Aucun autre cas de Marburg n'a pour l'heure été détecté parmi elles. Selon l'OMS, cette maladie se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Des cas avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, en RDC et en Guinée. Également annoncé en titre, de fortes pluies au Soudan ont provoqué des inondations qui ont fait mardi au moins 7 morts dans le sud du pays. Plusieurs zones du Soudan ont été affectées par les fortes pluies ces derniers jours dans certains quartiers de la capitale où des centaines d'habitations ont été détruites. Reportage. Des pluies torrentielles dans la région du Darfour au Soudan ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Ces inondations ont aussi causé des dégâts matériels. Selon une ONG qui opère sur place, au moins 100 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées dans des camps de déplacés. Selon l'ONU, depuis le début de la saison des pluies, qui dure de juin à septembre, plus de 6000 personnes auraient été affectées par ces inondations, principalement dans le sud du pays. Le Soudan connaît des précipitations supérieures à la moyenne depuis quelques années. Une situation qui augmente le nombre de réfugiés climatiques et qui a un impact sur la situation sanitaire et agricole dans certaines régions. Alors que le président tchadien venait d'annoncer un calendrier pour un dialogue de paix national destiné à ouvrir la voie aux élections, près de la moitié des groupes rebelles ont décidé de quitter la table des négociations avec le gouvernement militaire samedi, l'accusant de chercher à déstabiliser les efforts de paix. Près de la moitié des groupes rebelles a annoncé se retirer des pourparlers entamés à Doha avec le gouvernement tchadien, accusant les autorités tchadiennes de harcèlement, d'intimidation, de menaces et de désinformation. Ils estiment que le gouvernement du président Mahamat Idriss Déby Itno cherche à déstabiliser les efforts de paix menés depuis plusieurs mois avec le médiateur qatari. Leur retrait intervient au lendemain de l'annonce du report du dialogue de réconciliation nationale au 20 août. Affirmant ne pas avoir été consultés pour ce report, les groupes armés y voient une tentative d'exclusion. Afin de pouvoir reprendre toute négociation, ils exigent la mise en place de conditions saines. Du côté des autorités tchadiennes, le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala a confirmé la date du 20 août pour le dialogue national qui se tiendra avec ou sans les groupes rebelles réfractaires pour ensuite aboutir sur l'organisation de nouvelles élections.
Et au Cameroun, l'armée tue un chef séparatiste dans le Lébialem. C'est un mouvement du bataillon d'intervention rapide vendredi dans ce carrefour de combat qui va attirer en quelques minutes un millier de personnes. Le corps du chef séparatiste surnommé Field Marshal Git dans un véhicule avant d'être exposé devant une foule impressionnante. C'est dans ce véhicule que gît le corps du chef séparatiste surnommé Field Marshal, qui sera par la suite exposé devant une foule impressionnante. L'infortuné, recherché pour ses exactions envers des militaires, des autorités, des habitants dans le département du Lébialem, région du sud-ouest, a été tué au cours d'un raid de l'armée camerounaise dans son camp. Ce dernier, pendant des mois, a donné du fil à retordre à l'armée. Une victoire militaire qui, selon les autorités, démontre le changement radical du rapport de force envers cet ennemi asymétrique dans la guerre. Si nous avons les derniers comme ceci, qui viennent d'être pris, soyez-en rassurés, il reste nos petits, il reste Kenkobo. Ceux-là aussi, dans un avenir très proche, je peux vous en rassurer, en tant que représentant du chef de l'État, de tous les ministres, du Premier ministre ici dans le département, que tous ceux-là seront neutralisés un par un. Les populations se disent soulagées et peuvent rentrer car pendant longtemps, elles ont vécu l'enfer. Enfin un peu de paix, oui. Cette personne qui a été tuée nous faisait peur. Il nous a beaucoup terrorisés ici la nuit quand il venait attaquer et tirer des coups de feu. On remercie cette armée de nous avoir ramené un peu de paix. La preuve, depuis quelques mois, de jour comme de nuit, la vie reprend son droit de cité. Ici, les habitants sont retournés chez eux et à leurs affaires. Alors que le corps du leader séparatiste et anglophone Field Marshal a été exposé ce jour à Kumba, la vie normale a quant à elle repris son cours depuis des mois dans la plus importante ville anglophone du sud-ouest Cameroun. Mais cependant, préviennent les spécialistes, sa mort ne signifie pas la fin du conflit. Mais pour cet analyste, il ne faut pas vite crier victoire, car cette mort ne ramènera pas la sécurité totalement. Il faudra dialoguer. La seule solution pour une sortie de crise n'est pas de tuer ces garçons. La solution, c'est de s'asseoir et de discuter, parler à la même table. Mais la mort de Field Marshal ne va pas changer la situation parce que les Amba Boys sont très déterminés pour cette bataille depuis 2016 jusqu'à maintenant. Ça va faire 6 ans en novembre 2022. À rappel, selon le Norwegian Refugee Council, NRC, cette guerre anglophone qui fait partie des crises les plus négligées au monde a mis sur la route du Nigeria voisin plus de 60 000 réfugiés et fait plus de 700 000 déplacés internes. Après le Niger, le ministère français des Armées Sébastien Lecornu s'est rendu samedi 16 juillet en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président Alassane Ouattara et son homologue de la Défense. La Côte d'Ivoire abrite une base militaire française ainsi que l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est donc un partenaire important pour l'action dans le Sahel, notamment dans la révision de son dispositif militaire français et le retrait de la force Barkhane au Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu samedi le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Les deux hommes ont abordé le sujet de la coopération militaire entre les deux pays qui a entre autres entraîné la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près de la capitale l'an dernier. Le séjour éclair du ministre français s'est achevé par la visite de la base militaire française de Port-Bouët, qui compte près d'1 millier de soldats. Annoncé il y a quelques jours par le président français Emmanuel Macron, Paris souhaite redéfinir d'ici l'automne sa stratégie militaire dans le Sahel, en plaçant ses troupes en soutien sous les ordres des armées africaines et en menant des opérations plus coopératives. La France est militairement engagée dans le pays depuis 20 ans avec l'opération Licorne, visant à protéger les étrangers présents dans le pays. On sort du cadre africain à présent pour la France où ce dimanche 17 juillet à Pithiviers, dans le Lauriette, Emmanuel Macron a inauguré un nouveau lieu de mémoire. Il s'agit de l'ancienne gare de la ville d'où sont partis 8 convois pour Auschwitz. Le président a également prononcé un discours fort contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv.
Le président français a inauguré un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis 8 convois pour Auschwitz. Cette gare, qui n'accueille plus de voyageurs, vient d'être transformée en musée à la mémoire des Juifs déportés. Cette gare, qui fut un lieu de deuil, d'horreur, nous en faisons aujourd'hui un lieu de mémoire. Pour honorer le souvenir des 16 000 Juifs, dont 4 700 enfants, qui furent internés de 1941 à 1943 à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et avec eux tous les Juifs, français et étrangers, qui furent victimes de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy. En juillet 1942, plus de 8000 Juifs arrêtés dans la région parisienne ont transité par Pithiviers avant d'être emmenés à Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi jamais créé. Dans la matinée, la première ministre Elisabeth Borne a assisté à la traditionnelle cérémonie sur le site de l'ancien vélodrome d'hiver, théâtre de la rafle du Veldiv. Coup de tonnerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison des soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit de l'envahisseur russe. La trêve aura été de courte durée. Après une pause opérationnelle de 8 jours, la Russie reprend ses bombardements sur les infrastructures civiles et habitations ukrainiennes. Ce dimanche, Bakhmout et Toretsk, 2 villes du district de Donetsk toujours sous contrôle ukrainien, ont été visées. Plusieurs maisons ont été détruites, 6 personnes, dont 3 enfants, grièvement blessés. À Kiev, Volodymyr Zelensky surprend en limogeant la procureure générale Irina Venediktova et le chef des services de sécurité Ivan Bakanov. 2 personnes clés pour les enquêtes sur les crimes de guerre commis par l'armée russe. Le président ukrainien les soupçonne de tolérer la collaboration de nombreux membres de leurs agences avec Moscou. Plus de 60 employés du bureau du procureur et des services de sécurité sont restés dans les territoires occupés, travaillant contre notre État. Un tel éventail de crimes contre notre sécurité nationale, ainsi que les liens enregistrés entre les forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes, soulèvent de très graves questions sur leurs dirigeants respectifs. Alors que les Russes tentent de s'emparer des dernières poches de résistance de Donetsk, plusieurs localités mettent en place des opérations d'évacuation. Même si les combats s'arrêtent là où ils se déroulent maintenant et que la ligne de front ne bouge pas, il sera très difficile de survivre ici en hiver. Jusque-là épargnés par les bombardements, les habitants de Pokrovsk payent pourtant déjà un lourd tribut à la guerre, avec la mort de leurs proches qui prenaient part au combat à quelques kilomètres de là. Ainsi donc se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux YouTube et Facebook. Bonne soirée à vous et bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV.